parler de l'Allemagne. 5 morts, je crois, et une 80, on va dire 200 blessés. On va le mettre. De retour dans BFM Story, on parle évidemment du profil, le profil de l'auteur présumé de l'attentat hier soir sur le marché de Noël de Magdebourg, un médecin de 50 ans d'origine saoudienne arrivé en 2006 en Allemagne. On a du nouveau ce soir après une conférence de presse sur ses motivations résumées dans ce reportage par Bastien Cochet. Arme de poing à la main, ce policier allemand ordonne au suspect de se coucher au sol. Le pare-choc enfoncé, le véhicule vient de percuter la foule sur 400 mètres. Son nom est Taleb A, un médecin saoudien de 50 ans avec le statut de réfugié. Une situation qui pourrait avoir motivé son acte. Il semble qu'il y ait eu de son côté une certaine insatisfaction avec la façon de son côté dont les réfugiés saoudiens sont traités en Allemagne. Arrivé en Allemagne pour ses études, il obtient l'asile en 2016. Pour tenter d'en apprendre plus, la police allemande a perquisitionné cette nuit le domicile de l'assaillant présumé. Il est décrit comme islamophobe par le ministre de l'Intérieur allemand. L'homme a relayé des publications sur les réseaux sociaux de l'AfD, parti d'extrême droite allemand, et dénoncé ce qu'il considère être les dangers de l'islamisation de l'Allemagne. Les forces de l'ordre privilégient la piste du loup solitaire et rien ne laissait pour eux présager un tel passage à l'acte. L'auteur n'était pas suivi par le parquet, il n'était pas identifié comme quelqu'un de violent ou comme un islamiste, pas du tout. Il ne s'agissait pas d'un djihadiste connu et suivi et s'apprêtant à commettre selon les services de police un attentat. Les effets personnels du suspect, portable et ordinateur, sont en cours d'analyse par les services de police. Voilà, des analyses en cours et puis des perquisitions qui viennent de se terminer justement au domicile de ce suspect, Laura Cambo, puisque vous êtes vous à Bernbourg. C'est dans cette commune qu'habitait le suspect, l'auteur présumé. Qu'est-ce qu'on sait de ces perquisitions qui ont lieu derrière vous ? Bien, écoutez, on sait qu'elles ont commencé hier soir et en effet, vous le disiez, elles viennent de se terminer. Il y a quelques minutes, une dizaine d'agents de police ont quitté ce domicile qui se trouve, vous le voyez sur ces images de Mathieu Lepeigné. Nous avons vu toute l'après-midi la police faire des allers-retours, sortir des grosses boîtes en carton, les emmener dans des vannes noires. Et à noter que la police est également présente à 800 mètres d'où nous nous trouvons, plus loin sur notre gauche, puisque c'est l'hôpital psychiatrique où travaillait le principal suspect. La police qui a travaillé donc sur ces deux lieux toute la journée. On peut vous dire qu'ici, les voisins, les passants que nous croisons sont circonspects, très étonnés de la présence de la police et également des médias du monde entier, car nous sommes ici à Bernbourg, une petite ville de 30 000 habitants située à une quarantaine de kilomètres du lieu de l'attaque. En tout cas, ces perquisitions, tous ces éléments doivent aider à préciser l'enquête, à préciser le profil du suspect qui, vous le disiez, reste encore incertain. Merci beaucoup Laura avec Mathieu Lepeigné donc sur place. Et c'est vrai que ce suspect fait beaucoup parler par les motivations qu'il aurait pu avoir. On va en parler justement avec vous. Bonsoir Thibaut Chevillard, journaliste police-justice à 20 minutes. Avec vous aussi Bruno Pomar. Merci d'être avec nous, président du think tank Initiative Sécurité Intérieure et ancien instructeur du RAID. Et avec vous Anne-Sora Dubois, parce qu'on parlera aussi des réactions qu'il y a eu en France suite à ce drame qu'on a vécu hier soir en Allemagne, journaliste politique BFM TV. Et d'abord, Bruno Pomar, je reviens précisément sur ce qu'on a entendu dans cette conférence de presse, ces premiers éléments et cette phrase en particulier prononcée par le procureur. Il semble que le suspect principal ait été, je cite, insatisfait de la manière dont les réfugiés saoudiens étaient traités en Allemagne. Qu'est-ce qu'il faut déduire ce soir de cette phrase ? Tout simplement, d'abord il en avait évidemment après le peuple allemand de façon générale, c'est clair et net, et que ce passage à l'acte peut être justifié du fait que, encore une fois, les minorités saoudiennes n'aient pas été accueillies comme il fallait en Allemagne, mais il y a quand même d'autres éléments qui sont sous-jacents là-dessus. Et la conférence de presse là-dessus a été un petit peu vague, un peu compliquée, un peu tordue. Alors, très longue d'abord. Oui, un procureur général qui a dit des choses effectivement intéressantes,
plus ou moins intéressante. La police fédérale, pareil. Le maire adjoint, qui n'a pas été très précis dans les problématiques de sécurité de cet événement, qui est effectivement l'élément majeur. Donc, très compliqué. Et encore une fois, rajouter le profil de cet individu, qui est quand même très particulier, parce que ce n'est pas ce qu'on retrouve en matière de terrorisme. Docteur psychiatrique, à 50 ans, quelqu'un d'installé depuis 2006. 2016, il a la nationalité. On s'interroge effectivement sur ce profil. Effectivement, on commence à avoir des éléments, parce que l'enquête nous donne des éléments. On sait même d'ailleurs que cet individu ne s'est pas présenté au tribunal pour des faits délictueux routiers, paraît-il. Il n'avait pas voulu se présenter. Donc voilà, des éléments supplémentaires qui arrivent évidemment après cette tragédie. On sait que les autorités saoudiennes également ont donné des informations quand même sur le profil de cet individu. Donc voilà, il y a pas mal d'informations qui convergent sur le profil réel de ce personnage qui effectivement a commis l'irréparable, c'est-à-dire cet attentat qui est un attentat, qui reste un attentat. Alors est-ce que c'est un attentat déséquilibré? Est-ce que c'est un attentat d'une personne radicalisée? Est-ce que c'est un mélange de tout ça? Je crois que l'enquête nous donnera plus d'informations un peu plus tard. Et justement, pour vous qui nous regardez, on va décliner ensemble toutes ces dernières informations qu'on a pu recevoir il y a quelques minutes. On l'a suivi sur BFM TV, Thibaut Chevillard. Autre information, on se trouve face à, je cite, un scénario de type attentat. Ce sont les mots employés par les autorités ce soir. Si on analyse le vocabulaire, qu'est-ce que ça veut dire un scénario de type attentat? On prend beaucoup de pincettes encore même du côté des autorités ce soir. Oui, évidemment, c'est toujours dans la logique des autorités de faire preuve de beaucoup de prudence lorsqu'on ne sait pas quelles sont les motivations d'un auteur, ni même finalement quand on a du mal à déterminer quel est son profil et pour quelles raisons il aurait pu commettre ce geste. Alors évidemment, ce drame, il fait évidemment beaucoup penser à ce qui s'était passé à Berlin en 2016, il y a tout juste 8 ans. Et là, effectivement, c'était un attentat donc, de type terroriste islamiste, puisqu'il avait été revendiqué par Daesh, il y avait eu 12 morts. Donc le scénario fait vraiment penser à ce qui s'était passé à Berlin il y a désormais 8 ans. Est-ce que les motivations sont les mêmes? A priori, non. Mais maintenant, c'est l'enquête qui va devoir déterminer ce qui s'est passé et pour quelles raisons cet homme a décidé de semer la mort hier sur le marché de Noël de cette ville d'Allemagne. Et troisième information, confirmation, Bruno Pomar, la méthode, la façon dont cet individu aurait agi. On parle d'un loup solitaire. C'est le terme employé ce soir. Pas de complice constaté par les autorités. Oui, vous avez raison, c'est le loup solitaire, le terroriste low cost, comme on les appelle ici en France, mais c'est vrai que c'est une véritable interrogation. Il n'a pas été identifié réellement, puisque malheureusement il est passé à l'acte. Et encore une fois, on voit qu'on a un personnage qui est d'une instabilité totale, effectivement, et qui a utilisé les méthodes des acteurs terroristes. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire quand vous dites ça? C'est-à-dire ce qu'il a fait, foncer dans une foule, c'est-à-dire amener la sidération totale auprès de une voiture bélier qui bouscule. Ça nous rappelle malheureusement aussi en France. Exactement, Nice, ce qui s'est passé à Nice. Donc l'effet de sidération, on fait peur à tout le monde. C'est l'objectif quand même du terrorisme en soi, islamiste. Donc ça, c'est un élément important. Donc il utilise ces méthodes, mais qui sont, je dirais, totalement en équation avec l'ADN du terrorisme pur et dur. C'est-à-dire on tue un maximum de personnes, sidération, on fait peur, évidemment, parce que les médias en parlent à beaucoup de gens, dans une période qui est une période de Noël qui est importante pour tout le monde. Et ça c'est quelque chose de... Voilà, il a réussi, je dirais, malheureusement son coup. Et donc choc, sidération, émotion très forte, à tel point, mais bien évidemment, que le chancelier allemand Olaf Scholz s'est rendu sur place ce matin. Il a promis d'agir, je cite, contre ceux qui veulent semer la haine. Il est très important que la haine ne nuise pas à notre vivre ensemble. Nous sommes une société qui veut se projeter avec cohésion dans l'avenir. Il ne faut pas que la haine s'ajoute à l'horreur afin que nous restions soudés. Cela étant, nous devons nous en prendre et poursuivre les auteurs afin justement que nous puissions trouver un chemin d'avenir commun. On est justement en Allemagne avec vous, Pascal Thibault, bonsoir, correspondant BFM TV, parce que ce drame intervient, et on le précise depuis plusieurs heures, mais c'est aussi très important de le dire, dans un contexte politique très particulier en Allemagne. On est à 2 mois maintenant d'élections législatives anticipées.
Effectivement, lundi dernier, Olaf Scholz a perdu, c'est ce qu'il cherchait d'ailleurs, la question de confiance au Bundestag. Ce dernier doit être dissous dans les jours qui viennent par le président de la République. Des élections sont prévues pour le 23 février. Donc on est déjà en pré-campagne électorale. La plupart des partis ont présenté leur programme cette semaine, des programmes dans lesquels on mettait d'abord en avant les questions économiques et sociales dans un pays qui est en crise sur ces dossiers-là. Or, il est évident qu'avec ce qui vient de se passer à Magdebourg, les dossiers sécuritaires, migratoires vont revenir sur le devant de la scène. Ça a déjà été le cas dans les mois précédents avec d'autres attentats, celui de Mannheim avec un policier qui a été tué, et puis également fin août à Solingen. Donc là, de nouveau, il va y avoir un retour de cette thématique. L'extrême droite, l'AfD, l'Alternative pour l'Allemagne, se mobilise. Certes, les liens potentiels ou les accointances potentielles de l'auteur de l'attaque avec ce parti ne sont pas forcément confortables pour le parti, mais on voit que, par exemple, aujourd'hui, le coprésident de l'AfD s'est rendu sur place à Magdebourg pour rendre hommage aux victimes. La stratégie de l'AfD, c'est dorénavant de dénoncer ce qu'il considère comme le laxisme des autorités qui n'auraient notamment pas pris au sérieux, je cite, des informations venant d'Arabie Saoudite sur l'auteur de l'attaque. Il demande une réunion extraordinaire du Bundestag. Voilà un peu quelle est la stratégie maintenant pour rebondir pour l'extrême droite sur cette attaque et essayer de remettre en avant ce qui est évidemment le dossier central sur lequel ce parti peut mobiliser. Merci Pascal Thibault. Alors voilà pour les réactions, Anne, en Allemagne, avec, on l'a vu, donc cette venue très rapide, et on a vu en nombre d'ailleurs devant un parterre, une forêt de micros ce matin dans cette ville, mais aussi réaction en France. Et alors là, quand on regarde les réactions de certains dirigeants politiques, on se pose des questions ce soir. Oui, et de bords différents d'ailleurs. C'est vrai que ça a été assez étonnant. Très très rapidement hier soir, il y a eu une réaction des têtes de pont du Rassemblement national, notamment Jordan Bardella, qui a tweeté il y a 19 heures que c'était un attentat islamiste, et je le cite, la cible de l'attaque ne doit rien au hasard. L'islam radical mène une guerre à nos traditions chrétiennes, à nos identités, à notre civilisation. C'était, je vous le redis, bien avant que l'on connaisse le profil de l'assaillant, ses éventuelles motivations, qui sont plutôt à l'inverse, effectivement, d'un profil islamiste, mais plutôt un profil à motivation raciste. C'est ce qu'on comprend à la conférence de presse ce soir, en tout cas. Oui. Effectivement, auxquels on a accès une fois qu'ils sont consolidés. Marine Le Pen également, elle a tweeté sur, je la cite, la barbarie islamiste qui sème la terreur au cœur de l'Europe. Il y a une première difficulté, c'est que cela puisse être un attentat islamiste. Il faut se dire, il faut le dire de façon très honnête, que la très grande majorité sans doute des Européens l'a pensé hier soir. Le penser est une chose, l'affirmer alors qu'il n'y a pas encore les informations pour le dire avec certitude et le tweeter quand on est un responsable politique de faire attention. Politique qui représente 11 millions exactement d'électeurs, c'est la difficulté en effet. Par ailleurs, comme je vous le disais en exergue, ce tweet de Jordan Bardella, il a été émis il y a 19 heures. À cette heure, il n'a pas été supprimé. Il n'y a pas eu non plus de commentaires, d'aggiornamento, de correction de la part ni de Jordan Bardella ni de Marine Le Pen. Aujourd'hui encore, ces tweets qui affirment que cet attentat était un attentat islamiste sont toujours publiés sur le réseau social X sans autre forme de correction. Par ailleurs, je vous parlais de différents bords politiques. Il y a eu le Rassemblement national, il y a eu aussi la gauche, notamment Olivier Faure et Manuel Bompard, Olivier Faure du PS et Manuel Bompard de la France Insoumise, qui ont critiqué ces tweets de l'extrême gauche en disant que c'était, pour le résumer, un flagrant délit d'islamophobie et d'anti-musulman. On voit les tweets à l'écran ici. Racisme anti-musulman, dit Olivier Faure. Il était bien question d'islamisme dans les tweets du Rassemblement national. Donc là aussi, dans cette façon effectivement de critiquer, même de s'opposer à ces tweets du Rassemblement national, là aussi il y a une forme d'amalgame qui peut étonner un peu. Ce qu'on comprend surtout, c'est que très rapidement ces forces politiques se sont renvoyées la balle sur cet attentat, et que finalement il n'y a eu sans doute pas la mesure qui était nécessaire vu la gravité des faits et le fait qu'il y avait encore beaucoup d'informations qui manquaient. Évidemment. Bruno Pomar, on va revenir aussi sur un autre point, c'est l'aspect sécuritaire. Ça nous a marqué aussi d'ailleurs dans la prise de parole il y a quelques instants, notamment du maire adjoint de cette ville où a eu lieu ce drame. Il dit, pour résumer, que finalement le dispositif de sécurité avait été renforcé en 2024 après l'attaque de Solingen. On rappelle cette attaque au couteau qui s'était produite en 2024, 3 morts à l'issue de ce drame.
Ben oui, on a vu d'ailleurs le maire adjoint qui a été assez embêté dans les réponses qu'il a portées. Hein. C'était plutôt vague. Il faut savoir que ça a duré 3 minutes. 3 minutes. Vous vous rendez compte ce que ça représente, 3 minutes? Et en 3 minutes, eh bien, il a fait 200 blessés, une quarantaine de blessés très très graves et des morts. Je pense qu'effectivement, il y a, je le dis à chaque fois, là, un trou dans la raquette sécuritaire de cet événement. Voilà, il faut, c'est peut-être pas le moment de le dire, mais enfin, il faut quand même s'en apercevoir. C'est que comment un véhicule puisse pénétrer sur une zone où il y a des centaines de personnes sans être inquiété. Il y a un manquement, c'est certain. On l'a vu, nous, en France, d'ailleurs. On a vécu, malheureusement, ce dommage-là à Nice, il y a quelques années. Même s'il y avait des plots de blocage des accès. Mais on a connu ça. Maintenant, l'ensemble de ces marchés de Noël, même s'ils sont en quantité, il y a plusieurs milliers de marchés de Noël en Allemagne, mais en France, c'est pareil. La sécurisation doit être parfaite. C'est-à-dire, on ne peut pas accéder avec des véhicules à des endroits où vous avez des centaines de personnes. Visiblement, l'enquête le dira sûrement, mais il y a eu une faille dans la sécurité de cet événement. Et Thibaut Chevière, je vais revenir aussi sur la fameuse expression qu'on a évoquée tout à l'heure, agir en loup solitaire. Bon, c'est vrai que cette expression a été employée ce soir, mais elle questionne toujours cette expression. Agir seul, pourquoi pas? Mais en loup solitaire, est-ce qu'on est complètement solitaire? On ne peut pas être soumis quand même à des influences, notamment, on pense à Internet, on pense à un contexte peut-être, je ne sais pas, personnel. L'expression est toujours à prendre avec des pincettes aussi quand on parle d'un loup en solitaire. Oui, exactement. On s'en est rendu compte en étudiant le profil des auteurs d'attentats terroristes précédents. On se rend compte que même lorsque l'auteur agit seul, eh bien, il y a toujours eu quelqu'un pour l'encourager, pour le motiver, pour lui apprendre des choses. Et ça peut être très indirect. Ça peut être très indirect. Ça peut être de la propagande sur Internet, ça peut être de la propagande dans une mosquée ou à proximité, un proche. Donc, il y a toujours un environnement autour de gens, un réseau qui se tisse et qui fait que, au bout d'un moment, l'auteur se décide à passer à l'acte. Alors, loup solitaire dans le mode d'action, peut-être, mais en tout cas, derrière, il y a toujours un écosystème, finalement, de gens qui encouragent, qui viennent en aide à cette personne. Et ça, on s'en rend compte, évidemment, en étudiant le profil des auteurs des attentats passés. C'est ce qui nous pose d'ailleurs le plus de problèmes au service de renseignement, la DGSI en France, qui a été très renforcée au niveau des officiers de police judiciaire. Il y avait près de 5000 effectifs. Et ces loups solitaires sont un véritable problème pour nos sources de renseignement, parce qu'encore une fois, avant nous avions des réseaux très structurés, du temps de Ben Laden et autres. On arrivait à remonter avec les services extérieurs, etc., à trouver et à neutraliser, autant que faire se peut, ces réseaux. Mais là, avec ces éléments qui se radicalisent, comme vous l'avez dit, sur les réseaux sociaux et autres, ben, c'est pas évident. Et c'est pour ça que parfois, malheureusement, il y a des passages à l'acte, malgré le fait que la DGSI déjoue beaucoup d'attentats. Et on s'est rendu compte là avec le procès de l'attentat contre Samuel Paty, où finalement il y avait effectivement l'auteur qui a agi seul, et puis on se rend compte que derrière il y avait toute une mécanique qui s'était mise en place avec le père de cette collégienne qui avait menti, le prédicateur qui l'a encouragé à faire des vidéos. Donc derrière il y a toute une chaîne, finalement on se rend compte de personnes qui encouragent, qui viennent aider d'une manière ou d'une autre, spirituellement parfois, les auteurs d'attentats. Et l'enquête qui se poursuit évidemment. Merci beaucoup. Pause, voilà. Dites-moi dans les commentaires si la vidéo vous plaît. Abonnez-moi à ma chaîne YouTube, Twitch, TikTok et Instagram. Mettez la cloche pour ne rien rater. Mettez la cloche pour ne rien rater et je vous dis à la prochaine.